Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité Mars, mois dédié à la femme. Une occasion de plus d'accorder un intérêt particulier au quotidien de la femme du 21e siècle. Femme vaillante, mère, épouse et cadre à la fois. Parfois, comment arrive-t-elle donc à être si polyvalente? Comment gère-t-elle la charge mentale dans son quotidien? On en parle avec Kokwe Kusao, coach franco-togolaise en épanouissement personnel et professionnel. Bonjour coach, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte de m'avoir invitée. Merci à vous en tout cas de nous rejoindre pour discuter donc d'un sujet qui touche de nombreuses femmes cadres, la gestion de la charge mentale ou sinon la pression au travail. Pour commencer, vous en tant que coach et femme, quel a été votre parcours? Alors, mon parcours, c'est 20 ans. Consacré à la quête de moi-même et de sens, de mon identité. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo avec une mère qui était entrepreneuse déjà et qui n'avait pas le temps. En plus de ça, il y avait de la violence conjugale et à 6 ans déjà, j'avais décidé d'être un garçon parce que pour moi, être une femme, c'était être victime de violence. Et puis à 18 ans, j'avais hérité du surnom extraterrestre avec mes collègues au lycée. Pourquoi? Parce que je ne me comportais pas comme les autres femmes. Et ma mère, la même mère qui était, qui a choisi de partir à 10 ans, quand on était enfant, qui a choisi de quitter son foyer parce que entre le travail et la famille, les 5 enfants, ça ne marchait plus. Cette même mère me disait que si je voulais devenir un grand quelqu'un, il fallait que je devienne une bonne épouse, que j'arrête avec les livres et que j'aille plus à la cuisine. Et ça n'allait pas du tout avec moi. Alors j'ai décidé de renier le bébé et l'eau du bain. J'ai tout jeté. J'ai renié l'Afrique. Je suis partie en France. J'ai commencé par faire des études. Oui. Alors, à vous entendre raconter cette histoire, mais avec un sourire aux lèvres, alors qu'elle a été douloureuse pour vous quand vous étiez plus jeune, comment est-ce que vous aviez réussi justement dans votre parcours à faire de ça une force pour vous propulser plutôt? C'est le but de toute ma vie. Je me suis rendu compte sur le chemin que tout ce qui nous arrive, c'est quelque part notre âme qu'il a voulu pour nous faire grandir. Comme on le dit, on peut te lancer des cailloux, à toi de décider d'en faire un mur ou un pont. Tout ce qui m'est arrivé, c'est ça qui a forgé ma personnalité et qui a fait que je suis devenue coach. Donc, bien sûr, à l'époque, je me rappelle encore, je tenais mes cahiers journaux et j'écrivais la douleur que je ressentais. Et j'avais personne à qui le confier. Mais aujourd'hui, au bout de 20 ans de travail sur moi, j'y arrive plus facilement, j'arrive à en parler plus facilement parce que tu sais, il y a toujours pire que soi. J'ai beaucoup de recul par rapport à mon histoire et encore, c'est ma mère qui a vécu les pires souffrances. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes parce que nos mères ont souffert et il est temps que nous, on arrête ce qui, on va dire, est considéré comme normal dans une certaine société, mais quand on l'a vécu ou que nos mères en ont subi les conséquences, il est temps de dire stop. Vous avez décidé donc de faire des fruits de citron que vous avez accueillis sur votre parcours, une limonade délicieuse qui est votre vie aujourd'hui, que vous partagez avec les femmes à travers le monde. Justement, pourquoi avoir décidé à votre tour d'accompagner les autres femmes? C'est ce que j'essayais d'expliquer avec mon parcours. De l'avoir vécu m'a permis de me rendre compte que ce n'est pas facile. J'ai vu ma mère, j'ai vu d'autres femmes. Donc, aujourd'hui, ça veut dire dans la société, des femmes continuent encore de vivre ces moments difficiles. Oh oui. Parce que quand on ouvre un peu les yeux et qu'on discute en profondeur, qu'on arrête de parler de la pluie et du beau temps, on se rend compte que oui, il y a beaucoup. Pour donc parler de nouveau sur la question des droits de la femme, cette journée, 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je suis contente qu'il existe une journée qui soit internationale et qui permette aux femmes de se dire c'est ma journée. J'étais au grand marché, j'ai vu des tissus, de magnifiques tissus et je me dis les femmes se saisissent de cette journée. Donc c'est quelque part un marqueur dans le temps pour dire aux femmes, vous avez le droit de vous poser et de fêter votre journée. Mais moi, j'ai envie de dire, on devrait fêter le 8 mars tous les jours de l'année. Le 8 mars, c'est un geste
pour dire aux femmes, ok, vous avez le droit à être une personne à part entière. Oui. Mais pour moi, j'ai envie de dire, faut pas que ça s'arrête à une seule journée. Alors, justement, vous le disiez, le 8 mars, c'est une journée internationale. Vous êtes togolaise d'origine, vous êtes née, vous avez grandi, vous avez fait, en tout cas, passer votre enfance au Togo avant de partir pour la France, faire des études. Vous avez certainement eu l'occasion de visiter également d'autres pays du monde. Et quel regard portez-vous justement sur le statut de la femme ici et ailleurs? Qu'est-ce qu'elles ont en commun et qu'est-ce qui peut-être les différencie? Les femmes portent un fardeau pluriséculaire. Pour ceux qui ont un peu creusé la chose, moi par exemple en tant que coach, je suis très influencée par Carl Jung, qui est psychanalyste et qui a parlé de l'inconscient collectif. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert ce qu'on appelle un égrégore. C'est une forme d'entité qui existe et auquel chaque énergie participe, contribue. Donc depuis, je sais pas, des millénaires, les femmes ont un rôle dans une société et au fur et à mesure que d'autres femmes souffrent, ça vient se cumuler. C'est là où on parle d'inconscient ou de conscience collective. Et de cette conscience collective naît ces idées qui sont devenues pratiquement de la tradition, mais qui sont des croyances internes devenues des us et coutumes, que la place de la femme est à tel endroit, que les hommes sont faits pour tant, et que quand on est une femme, on ne doit pas s'autoriser à faire ci ou ça. Donc c'est quelque part pas juste lié à l'Afrique ou juste à l'Europe, c'est carrément quelque chose qui est devenu une programmation qui est jusque dans nos ADN, dans nos cellules. Donc la place de la femme, il y a des variétés en Europe et en Afrique, mais une femme, au bout d'un moment, qu'on se trouve au pôle Nord ou au pôle Sud, il y a la féminité, il y a le fait qu'on porte la vie, il y a le fait que c'est nous qui nous occupons des enfants, et de ce fait, on a des problématiques qui sont similaires en Europe ou en Afrique. Et puis, bien sûr, il y a des différences aussi. Oui, peut-être aussi au niveau culturel. Alors, vous êtes coach de vie spécialisé dans le développement personnel, en particulier chez les femmes. Selon vous, pourquoi il est important pour les femmes aujourd'hui de faire un travail approfondi sur elles-mêmes pour trouver leur équilibre dans nos sociétés actuelles? C'est très, très important de faire un travail sur soi-même. Il y a Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est hyper important de savoir qui on est. Sinon, on sera un peu comme disait un coach, un drapeau. Porté par le vent des émotions des autres. Se connaître soi-même permet, dans un premier temps, de savoir le pourquoi nous sommes faits, quels sont nos points forts, nos points faibles, et un alignement qui nous permet de prendre notre place dans la société et de répondre au mieux en fonction des potentiels que nous avons en venant, en naissant, ou à travers la culture, le mettre à disposition de la société. Donc, se permet de définir clairement notre position vis-à-vis des attentes des autres, et ça permet de contribuer beaucoup mieux que quand on est soumis et qu'on se refoule. Tu vois ? Je vous suis. Alors, la charge mentale, j'aimerais bien qu'on en parle. C'est un terme de plus en plus utilisé, et les femmes également s'en plaignent, qu'elles en souffrent, qu'elles occupent des postes de responsabilité ou même qu'elles soient entrepreneurs. Vous le disiez, votre mère aussi à l'époque l'avait aussi vécu, cette pression de son travail. Comment accompagner les femmes aujourd'hui à s'en sortir concrètement? Comment accompagner les femmes? Moi, j'ai choisi le coaching qui est une manière d'accompagner, et avec par exemple, mon accompagnement sur 3 mois, j'accompagne toutes les semaines en venant d'abord faire un diagnostic. Le diagnostic de la situation que tu vis par rapport à tes blessures de l'enfance, ton passé, et aussi par rapport à ce que tu aimerais vivre plus tard et les contraintes que tu as. Comment les accompagner? C'est à identifier les causes de leur charge mentale. Revenons un tout petit peu à ce que c'est que la charge mentale. C'est un poids invisible qui pèse sur les épaules et qu'on trimballe tout le temps, même parfois quand on dort. Malheureusement, on n'a pas été formé à l'école
à déposer les fardeaux quand on rentre à la maison, par exemple en sortant du boulot. Si on prend le cas des hommes, bon, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais les hommes ont l'habitude de se décharger à travers l'acte sexuel le soir quand ils sont fatigués, quand ils sont énervés. Mais les femmes, elles se déchargent comment? Les femmes, elles travaillent, bon, elles se lèvent, elles s'occupent des enfants, elles vont travailler aussi et elles rentrent. J'ai rencontré un dentiste qui me disait la place de ma femme, c'est au foyer. Et après, il ajoute, elle a son travail, elle rentre, elle s'occupe du foyer. Et je lui dis, mais vous êtes dentiste, vous avez un travail aussi. Et quand vous rentrez, est-ce que vous avez une charge supplémentaire? Quand on dirait que ça ne s'arrête. En fait, la journée de travail d'une femme, elle s'arrête jamais. Pas. Et ça arrive jamais. Une journée au travail, dans son entreprise, elle rentre à la maison, il faut encore travailler. C'est comment trouver l'équilibre. C'est peut-être là que surgit cette pression dont elle parfois se retrouve à subir. Oui, on leur demande beaucoup et on ne les soutient pas forcément toujours. Déjà, l'attente de la société. Par exemple, le poids de la tradition qui veut que les femmes n'élèvent pas la voix, que l'éducation de l'enfant incombe à la mère. Quand un enfant est mal poli, on dit qu'il est mal éduqué. Et quand il va bien, c'est le nom de famille, c'est lié au père. Donc il y a tout un tas de d'injonctions que la femme elle-même a intériorisé. Et c'est ça le pire. On grandit avec cette éducation de la femme doit aller à la cuisine, la femme doit gérer le foyer, la femme doit être parfaite. Quand en plus de ça, tu as des responsabilités du type t'es cadre ou t'es entrepreneur, tu dois être encore plus couteau suisse. Et c'est là où ça devient exagéré. Vous voyez les portefeuilles, les augmentés au grand marché. Quand je les regarde, je me dis, waouh, comment elles font pour porter ça avec le coût qu'elles ont? Imaginez que vous avez une charge 10 fois plus grande, mais que vous ne le déposez jamais. Au moins, les portefeuilles, elles le déposent à un moment, après la course. Mais la charge, quand elle est mentale, elle est invisible. On se lève, on se dit, qu'est-ce que je vais faire à manger? Aujourd'hui, il faut que je fasse le ménage. C'est le samedi, il y a des deuils. Il faut que j'aille honorer ma belle famille que je reçois. Il y a tellement de choses qui turlupinent dans la tête que les déposer, parfois, on devrait prendre du temps pour apprendre aux femmes à le faire. En séance avec vous, en tant que coach, comment justement vous les accompagnez à arriver à se décharger de tous ces poids? Déjà, des croyances. Ah oui, complètement. Les croyances intériorisées et les croyances limitantes. Je vous donne l'exemple du samedi dernier où on a organisé un papotage libre et sans tabou. Le but, c'est de se dire, vous êtes débordés, vous prenez jamais le temps pour vous. Je vous promets, avant de convaincre les femmes à venir, il a fallu y aller et les rappeler le matin même. Parce que beaucoup se disaient, mais c'est le samedi, c'est le jour où je dois faire le ménage, je dois faire ci. Je leur dis, ok, il y a une sa situation me tenait à cœur parce que je suis rentrée il y a 2 semaines, je voulais la voir, mais elle me disait elle avait pas le temps. Quelques jours après, elle est tombée malade parce qu'elle avait trop de responsabilités. Elle est restée 3 jours à la maison et je lui ai dit, tu vois, tu dis que tu n'as pas le temps de prendre le temps pour toi, mais quand la maladie arrive, t'as pas le choix, tu tombes. Même pour ton boulot, t'es pas irremplaçable en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à la convaincre de venir au papotage. Et quand elle est venue, je me disais, les femmes au Togo se méfient parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ce que les autres vont raconter. Mais passer les 5-10 minutes où elles ont été mises à l'aise, fallait entendre les femmes parler. Donc en tant que coach, déjà, je leur donne le droit d'exprimer, avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Je suis là pour vous. Offrez-vous 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes où vous venez aussi savoir que quelqu'un va vous écouter et partager avec vous votre fardeau. Et au-delà de ça, il y a plein de techniques. Il y a l'écriture, le journaling. Il y a également tout ce qui est méditation, les soins et tout ce qui peut permettre de libérer le cerveau. Parce que la charge mentale, c'est d'abord et avant tout dans nos propres têtes. Il n'y a pas que l'écoute, il y a également cet accompagnement stratégique. Quelles sont justement vos recommandations à ces femmes qui quand même font le pas de venir et de briser la glace en quelque sorte?
Les recommandations, c'est déjà je les félicite. Je les félicite d'avoir osé et d'être venus. Vous trouvez ça courageux de leur part? Ah oui. Mais en général, c'est que quand la douleur arrive à un comble, ou que elles en peuvent plus, elles, soit le burn-out, soit elles s'effondrent, elles commencent à pleurer pour un oui ou pour un non, ou alors elles sont énervées, elles crient sur tout le monde, et à un moment, les gens les fuient. Et donc, c'est quand les femmes arrivent à un moment où c'est trop, ça devient de la surcharge mentale, qu'elles viennent me voir. Alors forcément, je les accueille et je ne les juge absolument pas. Je leur dis bienvenue avec vos parts d'ombre et de lumière. Ça, c'est déjà pour commencer. Et après, je leur dis prenons conscience. Prendre conscience, c'est déjà faire 50% du travail. Prendre conscience que tu n'es pas obligé d'être perfectionniste. Parce que c'est ça le problème aussi. On veut être bien parce que sinon la belle-mère va parler, sinon le mari va râler, sinon les enfants vont... Et nous-mêmes, on ne peut pas nous... C'est dans la nature de la femme parfois de se dire je ne peux pas dormir si mon enfant est sale ou si mon enfant pleure. Et on ne veut pas confier ça au mari. Ah oui, ça c'est aussi la réalité en Afrique. On parle de plus en plus également de leadership féminin, des femmes nommées à des postes de responsabilité, des femmes managers, des femmes également en politique. Elles y montent, surtout encore au Togo où le pays est bon élève en matière de promotion du leadership de la femme. Les questions du genre sont dans tous les secteurs aussi, à tous les niveaux. Et ces femmes cadres de plus en plus également disent aussi subir des charges. Est-ce que vous en avez également, vous avez eu à accompagner des femmes cadres, femmes politiques qui également sont à pied d'œuvre tous les jours? Politique, non. J'ai pas encore eu la chance d'accompagner des femmes politiques, mais un combat engagé dans la société, c'est déjà un combat politique dans le sens politis, vie de la cité. Mais j'accompagne plutôt des entrepreneuses pour l'instant. J'ai tendu la main, mais je pense que c'est encore un milieu assez difficile parce qu'il y a des enjeux d'image. Donc peut-être que il faut rentrer dans un certain cercle avant de les toucher. Mais s'il y a des femmes en politique qui sont sensibles à mon message et qui veulent être accompagnées, je les accueille bras ouverts. Alors comment je les accompagne et surtout ce que je vois du leadership féminin, c'est pour réussir à se hisser à un rang de cadre avec des responsabilités lourdes comme ministre ou comme PDG d'une entreprise. Il faut démontrer qu'on a, et je ne veux pas dire l'expression, qu'on en a. On a de la force. C'est de la méritocratie. Oui, c'est de la méritocratie, mais on utilise ce qu'on appelle l'énergie yang. C'est l'action. C'est une forme d'énergie masculine. Et à force de l'utiliser, on vient perdre sa féminité. Et le leadership au féminin, le vrai leadership, ça allie l'ambition, l'intuition, et les ambitions et l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a une forme de justifier, réussir à tenir son rang, parce que les hommes vous testent. Ils ont besoin de voir que vous démontriez. Alors qu'un homme a un poste stratégique, ouais, c'est normal. Une femme, on a besoin de la titiller pour voir si elle a les épaules pour. Et donc, pour qu'elle soit leaduse, de temps en temps, elle se perd. Et pour moi, la définition, c'est beaucoup d'écoute, de créativité, de résilience, une forme de séduction aussi, pour que ça devienne un jeu, plutôt que ça devienne une contrainte où on perd son âme et sa féminité. Et pour celles qui sont justement très intéressées par la question de leadership, vous avez écrit ce livre qui vous décrivez comme un cadeau précieux pour la gente féminine, le pouvoir caché des femmes. Quel est ce pouvoir ou quels sont le pouvoir, c'est au singulier. Quel est ce pouvoir que vous avez découvert chez les femmes justement en tant que coach en travaillant avec elles? Je vous invite à lire le livre. Je vous invite à le lire parce que c'est quand même plus de 260 pages qui va en profondeur du sujet. Je peux vous donner des définitions, mais si vous ne l'avez pas traversé, si vous ne l'avez pas vécu, vous n'allez pas le comprendre. Le vrai pouvoir, je vais vous dire, ça se cache derrière la vulnérabilité. Le pouvoir, comme un homme, c'est la force physique. Nous, les femmes, nous avons d'autres types de pouvoirs. Nous n'avons pas à être en frontal avec les muscles. Mais bon, j'ai parlé de séduction tout à l'heure, mais en vrai,
Après 20 ans, je vous dis d'aller travailler à réconcilier les facettes de ma personne, à aller pardonner. Je vous avais dit, j'ai renié l'Afrique à un moment. Donc, il a fallu me réconcilier avec tout ça. Parce qu'il fallait à un moment donné que vous guérissiez d'un mal-être et que vous vous retrouviez, que vous reconnectiez à vous-même. Que je me reconnecte à mes racines. Parce que j'ai rejeté le bébé et l'eau du bain alors que, non, faut pas. Mais c'est une manière de résister et de survivre. Donc le pouvoir, c'est quelque chose qu'on traverse avec l'expérience et la maturité. Et j'aime bien accompagner les femmes autour de la quarantaine parce que c'est l'âge à laquelle on se redonne naissance. À 20 ans, on cherche un travail, on cherche un mari, des enfants, on a une quête particulière. À 40 ans, il peut y arriver qu'on a tout pour être heureuse et on ressent un vide. On ressent un vide parce que finalement, on a correspondu à la société, mais pas à soi-même. Donc, je vous invite à faire ce travail, ce voyage introspectif pour retrouver l'enfant qui était en vous, que vous avez perdu en route. Et c'est en cherchant cet enfant que vous allez trouver votre pouvoir. Mais, je peux vous dire déjà que les femmes ont beaucoup plus de potentiel qu'elles ne l'exploitent ou qu'elles ne s'autorisent à le vivre. Donc, je vous dis la vulnérabilité. C'est-à-dire que la vraie force se trouve parfois là où on ne l'attend pas. Vous êtes revenu au Togo après plusieurs années vécues en France, venu également pour partir à la rencontre des femmes togolaises, celles que vous avez justement conviées à votre activité dénommée Papotage libre et sans tabou. Qu'est-ce que ce moment d'échange et de partage vous ont dévoilé sur la femme togolaise d'aujourd'hui? La femme togolaise d'aujourd'hui a des besoins comme la femme en France. Je pensais que non, parce que dans un coin de rue, dans le taxi, on peut parler de ses problèmes, mais en fait, dans le taxi, on parle. On est tenté de croire qu'ailleurs, elles sont, ou elles seraient peut-être plus épanouies qu'ici. Quand on regarde un peu... L'épanouissement est une question d'état d'esprit, c'est pas une question de lieu. En France, il y a des femmes qui souffrent autant, sinon plus, que des femmes ici. Je pensais que ici, comme on chante à l'église, on danse et qu'on a toujours un voisin avec qui parler, il n'y avait pas de mal-être. Non. Justement, l'événement de samedi me l'a confirmé. Il y a beaucoup de choses que les femmes vivent dans leur foyer et elles n'ont personne avec qui les partager. Elles n'ont personne. Parce que encore une fois, quand on est seul, excusez-moi, quand on est aussi célibataire, on a des inquiétudes. Est-ce qu'on va se marier ou pas? Est-ce qu'on va faire des enfants? Est-ce qu'on va arriver à décrocher le meilleur boulot ou non? Il y a les inquiétudes, les questionnements sont partout au niveau de tout le monde. Oui, et ça, est-ce qu'on va avoir un mari, est-ce qu'on va avoir un enfant? C'est exactement un exemple de charge mentale. Dès que 30 ans arrivent, on a la pression de « Ah, il faut que je fasse un enfant ». Même les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. J'étais au collège Andéa il y a 2 semaines, même pas, et il y a une des intervenantes qui posait la question « Nous avons le devoir de nous marier, d'avoir des enfants ». Tout de suite, je l'ai arrêtée, je lui ai dit « Excuse-moi ». Tu n'es pas obligé, c'est pas un devoir. Mais aujourd'hui, je parie derrière l'écran que 60 à 50% des hommes sont persuadés que c'est le devoir d'une femme d'être mariée et d'avoir des enfants. Peut-être qu'elle a envie de faire carrière et que sa priorité, c'est peut-être de devenir, je sais pas, la mère Teresa, la future mère Teresa, de s'adonner à tous les enfants des rues. Par exemple. Sauf que la pression sociale veut que une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme qui n'a pas réussi sa vie. Donc du coup, toutes les femmes veulent avoir des enfants et c'est là où la femme devient le problème des autres femmes. Je suis désolée d'évoquer ce sujet-là, mais on en parle beaucoup. Les femmes avec la pression veulent aller chercher des hommes bien casés et après ça crée des troubles auprès d'autres femmes. Bon, c'est pas la charge mentale, mais c'est une des conséquences qui peut arriver quand on pousse trop les gens à devenir ce qu'ils ne sont pas. C'est ça, vous avez parfaitement raison. La femme togolaise d'aujourd'hui, celle avec qui justement vous avez échangé, est-ce que vous l'avez trouvée différente des femmes des années 60, 70 nous connaissons l'histoire des nanabins. Est-ce que la femme d'aujourd'hui, la femme togolaise d'aujourd'hui, elle vous semble toujours aussi forte et courageuse? Les nanabins avaient une force économique et politique.
elles sont connues pour ça. Mais de caractère aussi. Oui, elles étaient illettrées et elles ont réussi là où il a fallu de la poigne. Et je les admire pour ça. Aujourd'hui, on demande non seulement à la femme d'être forte, d'avoir un boulot, d'être plus ou moins contributive ou autonome économiquement, mais en plus on lui demande d'être moralement irréprochable, on lui demande d'être avec tout ce qui est réseaux sociaux, on se compare les uns aux autres et ça crée une charge. Alors la différence aujourd'hui, si je réfléchis entre les nanabins et les femmes entrepreneuses d'aujourd'hui, c'est qu'il y a la mondialisation qui est entrée en jeu. Ma mère, elle a été nanabins, elle a vendu du wax pendant 50 ans. Aujourd'hui, elle a beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal parce que les codes ont changé. La concurrence vient de partout. Il y a les faussaires. Donc, les nanabins, je peux que saluer le courage qu'elles avaient. Mais aujourd'hui, on nous demande d'autres formes de courage. Et dans un monde où mentalement la surcharge devient trop importante, on nous demande d'être forte. Et c'est là où intervient le coaching. Le coaching vient t'aider à chaque fois que, à un moment donné, c'est too much, un peu comme une cocotte minute, à laisser sortir la pression pour que tu te reconnectes, tu te recalibres et que l'équilibre revienne. Justement, le pouvoir caché des femmes, le voyage initiatique, pour oser enfin être soi-même. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces lignes? On découvre les blessures dont nous avons hérité. Et beaucoup de charges mentales viennent de ces blessures-là. Quand on est dans l'enfance, que par exemple on nous fait des reproches, qu'on nous formate et qu'on se suradapte, on grandit comme un arbre qu'on a forcé à avoir une forme donnée de tuteur. Et ben, dans ce livre, je déconstruis. Parce qu'on ne peut pas construire un château sur du sable. Donc, je déconstruis. Parfois, on nous parle de sorcellerie. Tu peux avoir des obstacles dans ta vie, tu veux chercher... On a parlé de trouver un conjoint, avoir un travail. Tu as l'impression que rien ne fonctionne dans ta vie. Et les gens disent, ouais, on m'a jeté un sort. Non, faut aller voir dans ton enfance qu'est-ce qui s'est passé. À travers ce livre, je vais travailler sur les obstacles. Et dans les obstacles, il y a les peurs. Tu as parlé des croyances limitantes. Il y a également la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de ne pas être aimé. Ça, c'est une peur que beaucoup de femmes ont. Et ça, c'est une pression. Aussi quand on pense à son avenir. Ah oui. Et ça, tu viens de toucher du doigt la problématique principale que j'ai reconnue chez les jeunes filles au lycée. On se dit, après le bac, what next? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'orientation? Ou alors les multipotentiels, c'est ma cible. C'est des femmes qui ont de grandes compétences, mais comme elles aiment la variété, elles ont également beaucoup de prises de tête et elles en viennent à se dire de quoi je suis capable, vu que j'aime la mode, j'aime le digital, j'aime la communication, mais je ne suis bonne nulle part. Et finalement, elles finissent par se prendre pour des nuls. Est-ce que aussi c'est pas parce qu'on s'autorise à être un peu trop polyvalent plutôt que de chercher l'excellence dans un domaine précis pour devenir un expert? L'excellence, oui, mais la polyvalence est de plus en plus requise dans notre monde d'aujourd'hui. Moi, je suis entrepreneuse, coach, mais je sais gérer la communication, le closing, le commercial, les relations sociales, le networking, la rédaction. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un domaine de couteau suisse. Et l'essentiel, c'est de aussi chercher à être épanoui dans tout ce qu'on fait aussi. Oui, et c'est pour ça que je dis, réalignons-nous à qui nous sommes véritablement, parce que c'est là où on peut être excellent. Parce que si tu demandes à un singe de concourir avec un poisson dans l'eau, devine qui va gagner? Le poisson, parce que le poisson, il est dans son élément. Ou si tu demandes au poisson de concourir avec un singe à grimper à un arbre, il sera jamais excellent. Donc, il y a l'injonction d'excellence, mais tu ne peux pas être excellent si tu n'es pas aligné ou dans ton domaine.
Donc, mon livre te permet d'aller retravailler sur toi pour aller faire ce voyage que j'ai fait, ces 20 ans d'expérience de lecture, d'apprentissage. Et on a un trésor en nous, un GPS intérieur, l'enfant intérieur en nous, nos émotions, l'intuition féminine. L'intuition féminine. C'était un réel plaisir, mais avant donc de conclure cette émission, quel est votre message ou quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes qui se sentent accablées par leur charge mentale et les pressions de la vie? Vous êtes puissante. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. Si ces charges vous pèsent, acceptez de sortir le nez du guidon, de vous reconnecter à votre puissance intérieure. Et vous allez pouvoir à nouveau devenir la femme de vos rêves. Et si possible, cherchez aussi à vous faire accompagner par un coach dont vous, coach Kokwe Kusao, vous êtes coach franco-togolaise en épanouissement personnel et professionnel, et votre livre intitulé Le pouvoir caché des femmes également est un outil pour aider les femmes à se retrouver. C'est bien tout ça. À fait ça, Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Le temps était peut-être très court, mais la coach est disponible sur les réseaux notamment pour la contacter. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale, émission 8 mars.